Alors, bonsoir, je suis Violaine Declercq, donc je suis une psychothérapeute psychocorporelle depuis de nombreuses années. Et donc, c'est dans ma pratique quotidienne que je pratique des traitements dans lesquels on propose du travail corporel pour résoudre les problèmes émotionnels. Et donc, c'est de cette expérience du lien entre le corps, les émotions, la santé physique et émotionnelle, psychologique, dont il sera question dans tous ces webinaires. Donc, le titre, ce n'est pas seulement la blessure d'abandon, c'est le corps et la blessure d'abandon. Donc, c'est comment ces ressentis de type abandon, comment le corps participe ou exprime ou est impacté par des expériences d'abandon. Alors, sous le terme la blessure d'abandon, il y a une série d'expériences d'abandon qui peuvent être fort différentes. Il y a, je vais dire, du plus grave au plus léger. Le plus grave est une expérience de traumatisme d'abandon ou de trauma d'abandon. Trauma étant les faits et traumatisme étant l'impact et le ressenti. Donc, les traumatismes d'abandon sont particuliers et ont des conséquences psychologiques et psychocorporelles les plus lourdes. Et puis, nous avons la blessure d'abandon qui constitue chez certaines personnes une blessure de base. La blessure, on va dire, une des blessures les plus importantes que la personne ait eu à vivre, et souvent dans la petite enfance, et qui conditionne un peu toute sa façon de se développer, toute sa façon de ressentir les choses, comme si l'expérience d'abandon va déterminer aussi des protections pour ne plus revivre de l'abandon ou moins en souffrir. Et donc, il y a toute une organisation du corps et une organisation des attitudes aussi psychologiques qui tournent autour de ce vécu d'abandon. Et puis, il y a des blessures d'abandon, on va dire, qui ne sont pas nécessairement au premier plan de l'histoire d'une personne, mais qui peuvent néanmoins avoir été très importante et avoir demandé pour l'organisme, pour la personne, de soit se faire aider, soit un grand temps de digestion ou pour soigner cette blessure d'abandon. Abandon est d'une manière générale lié à des sentiments de perte. C'est le sentiment qu'on a quand quelqu'un dont on a besoin de façon ressentie, donc nous manque, nous laisse seuls, donc nous sommes privés. Donc il y a une notion d'être privé de la présence d'une personne, de plusieurs personnes. Parfois, ça peut même être un pays qu'on quitte et qui nous manque. Donc il y a cet aspect d'être privé, séparé. Abandon est intrinsèquement lié à ce genre d'expérience. Alors, d'une manière générale, je pense que humain, tout humain rencontre des expériences d'abandon et des souffrances d'abandon. Nous sommes par nature sensibles à l'abandon. Et pourquoi sommes-nous sensibles à l'abandon? Eh bien, parce que l'attachement, le fait d'être, au contraire, d'être abandonné, donc d'être prêt et d'être attaché et d'être relié, entre autres physiquement, particulièrement physiquement, à un être dont on a besoin, ça fait partie de l'essence, on va dire, de la nature humaine. L'attachement est une réalité qui a été découverte finalement il y a déjà pas mal de temps, mais qui a mis des décennies à faire partie, on va dire, des connaissances actuelles en psychologie et en psychothérapie. J'ai décidé
démarrer les choses par le côté le plus dramatique, on va dire, des blessures d'abandon et par les traumatismes d'abandon. En fait, la découverte de l'attachement s'est faite en même temps qu'un psychiatre qui s'appelle Monsieur Spitz découvrait que les maladies assez systématiques qu'éprouvaient les tout petits bébés enfants hospitalisés, maladies qui étaient appelées hospitalisme, et la plupart des professionnels pensaient pendant des décennies que ces maladies donc de repli sur soi, de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'autisme, en fait, de l'incapacité de se relationner, une espèce d'indifférence à autrui, d'enfants et de tout petits enfants hospitalisés souvent pendant un certain temps, venaient de leur atavisme ou d'héritage de parents, parce que souvent les enfants hospitalisés sont des enfants de parents qui ne s'en sortent pas, ou négligents, ou dépassés, et donc on avait relié ces troubles, on va dire, à l'héritage pathologique des parents. Et puis un certain Spitz a remarqué alors que le phénomène en fait se déclenchait à l'hospitalisation de petits-enfants. Donc il travaillait dans un hôpital et c'est un Autrichien, je pense, et il a remarqué qu'en fait, après un petit temps d'hospitalisation, des enfants donc, qui venaient d'arriver et qui progressivement se détérioraient, présentaient tous ces mêmes syndromes, et il a commencé à se dire que plutôt qu'être dû au fait donc de pathologie parentale et héritée, ben, c'était dû à cette hospitalisation et au fait que les petits vivaient séparés de leurs parents et dans un environnement où ils recevaient extrêmement peu de contact affectif, où ils n'avaient pas de lien avec quelqu'un qu'ils retrouvaient tous les jours, fiable, etc. Et ce qu'on décrit à l'époque, c'était que le premier mois, les enfants, en gros, hein, les premiers mois, les enfants criaient, pleuraient, se fâchaient, manifestaient de leur souffrance. Le deuxième mois, ils commençaient à mal dormir, à plus manger bien, à présenter des troubles, on va dire, physiologiques, hein, du sommeil, de comportement. Et puis, la dernière phase, on va dire, d'une expérience d'abandon la plus sévère, on va dire, est de se retirer en soi, ne plus investir le monde, ni le monde extérieur, ni les personnes autour d'eux. On a là vraiment, je dirais, presque le schéma de ce que tout enfant va vivre et des différentes étapes qu'un tout petit va vivre. D'abord, essayer de, par ses cris et ses pleurs, alerter, essayer d'avoir ce dont il a besoin et de ravoir la présence de la personne dont il a besoin. Et puis, dans un second temps, ça va s'émousser, il va commencer à avoir du stress et à être traumatisé, en fait, et à vivre une expérience qu'il n'est pas capable d'intégrer, il n'a aucun moyen. Et il passe en mode de survie, donc plutôt que. Et il se retire, on va dire, de l'extérieur. Ça, ces données-là sont le fait de se retirer de l'extérieur quand on a trop manqué de contact et de présence affective, c'est un peu une réaction assez générale. Le fait que l'attachement est une nécessité absolue pour des nouveau-nés et des enfants humains, certainement dans la première phase de vie, dans la première année de vie, mais les 3 premières années sont importantes pour acquérir une sécurité au niveau de l'attachement.
ont été, on va dire, médiatisés et connus plus ou moins du grand public grâce à un psychologue américain qui, en fait, était au courant de ce phénomène d'hospitalisme et avant que Spitz vienne démontrer que c'était bien une question d'isolement et d'abandon, de manque de contact, de privation pathologique ou pathologisante de manque de contact, il s'inquiétait de ce phénomène d'hospitalisme et il voulait alerter en fait. Il voulait alerter et sa façon d'alerter a été de faire des expériences qui sont assez connues en psychologie avec des bébés singes, des bébés macaques. Et je vais vous faire partager en direct une des expériences qui montre ce qu'il en est autour des besoins d'attachement pour les petits macaques, qui sont en fait des mammifères comme les humains. Hein. Nous partageons avec les mammifères et les mammifères dits supérieurs, donc les singes, les primates, qui ressemblent le plus, on va dire, aux humains, en particulier avec qui nous partageons ce besoin de proximité avec les personnes qui s'occupent de nous, la mère, le père ou l'environnement direct. OK. Nous sommes dans le laboratoire du psychologue Harry Harlow. Psychologist Harry Harlow. He's studying monkeys to better understand human relationships. You may die for want of love. Je vais désactiver mon son. Non? Food or security, which is motherhood's stronger appeal. Alongside a warm, familiar mother of cloth is a stark wire doll set up as nothing more than a feeding machine. The young monkey is placed deliberately on a cloth mother which has no milk to nourish him, but fulfills some fundamental needs. This experiment revolves around one simple question. Will the infant monkey switch his affection to a wire mother which offers food and life itself? Being forced by hunger, does he loosen his grip and begin to yield to nature's most powerful infernal breath? From the wire mother, he derives one thing, nourishment. No warmth, no comfort, no feeling of security. Feeding, he returns to spend up to 22 hours a day near the only mother he knows. From this inanimate... Let's put a monkey into the room. He enters the room. He's stripping for comfort, but nothing relieves his disturbance. We'll take the baby monkey out and put in a wire motor. He was nursed by a wire mother. That's right, all his life. It doesn't seem to help much. Now, we'll try the same test with the cat mother in the room. See the contrast in the behavior?
Just the fact that the wild mother nursed him, he could offer this infant nothing in the way of affection or security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he was seeking as much contact comfort as he could get, fills up his reservoir of affection and security. First, his body relaxes as the fear disappears. But above and beyond this, new positive response patterns appear. He now goes out to explore and investigate this new, strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Bon, pour ceux qui découvrent éventuellement cette vidéo pour la première fois, c'est très impressionnant, moi en tous les cas. Même à la Xème fois, j'ai préféré vous montrer ces vidéos-ci que les vidéos qui ont été filmées, comme tout le monde le sait, lors de la découverte des orphelinats en Roumanie à la fin de la période Ceausescu, où de nouveau le monde a redécouvert à quel point des enfants privés de contact, privés de liens, et donc dans l'abandon et l'isolement traumatique peuvent être perturbés durablement. En même temps, on apprenait aussi que c'est relativement réversible, à condition bien sûr que les enfants qu'on a découverts là-bas soient suffisamment jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas dépassé, on va dire, un certain nombre d'années de temps dans cette privation, qui fait qu'alors la réversibilité est beaucoup plus difficile, voire parfois impossible. Mais si l'enfant est pris relativement jeune et relativement temps, ça c'est l'espoir qu'on peut avoir, aussi difficiles soient ces images et ces réalités de carence affective les plus fortes. Il y a des possibilités thérapeutiques, donc de recréer des liens. Il faut évidemment là une personne particulière, enfin qui soit un objet de nouvel attachement et qui pendant longtemps répète la sécurisation, la proximité affective qui, dans cette époque-là de la vie, sont des expériences essentiellement non verbales. Il s'agit bien de sentir la peau de l'autre, le corps vivant, la chaleur, l'énergie du corps de l'autre et de sa présence qui sont comme une nourriture. Et comme vous le voyez pour le petit singe macaque, comme pour nous, c'est la nourriture aussi importante que la nourriture. Et ce n'est pas une façon de parler, de dire que c'est une question presque de vie ou de mort pour un tout petit et que certains enfants peuvent mourir d'isolement et de privation. Alors, je vais faire une petite pause après des situations si dramatiques qui, malgré tout, par rapport à l'aspect positif, je sais qu'en Roumanie, on a aussi découvert une puéricultrice qui était tellement douée justement, qui avait tellement ce sens du lien dans une pouponnière qu'elle a été un exemple pour beaucoup de praticiens et donc des puéricultrices et dans les orphelinats, les hôpitaux. On a changé depuis des décennies un peu les conditions d'hospitalisation des enfants. Dans les maternités, on a cessé de mettre les bébés dans des lits séparés de la mère. On a donc commencé à tenir compte de cette réalité dans nos hôpitaux, dans nos maternités.
et aussi dans les crèches et les institutions qui accueillent des enfants. Alors, je vais passer à la deuxième, on va dire la deuxième forme de blessure d'abandon, celle qui constitue la blessure fondamentale dans le développement et dans la vie d'une personne et qui a conditionné sa façon de ressentir, sa façon de se relier, ses émotions et aussi des éléments corporels. Alors, et des protections aussi, il va mettre en place des protections pour ne plus trop souffrir de situations et blessures d'abandon qui étaient quand même assez fortes sans passer, on va dire, à ce stade d'être traumatique, dans le sens où la survie n'a pas été engagée, la survie ou physique ou psychique, dans le sens, la survie psychique, ça veut dire ne pas sombrer dans la folie, dans l'autisme. Mais une blessure d'abandon quand même si profonde qu'elle a suscité du désespoir et une souffrance inintégrable. Et pour ne pas la ressentir, la personne a involontairement, hein, c'est quelque chose qui se fait là de la volonté consciente de se protéger d'une certaine façon de ce genre de situation et d'interférence, comme nous disons. Donc, quand la blessure d'abandon détermine le psychisme de quelqu'un, c'est qu'elle a eu lieu très tôt dans ce qu'on appelle la phase orale de développement des enfants. Alors, c'est une phase qui commence après la naissance et dont le point le plus fort est certainement la toute première année de la vie, mais qui s'étale jusque sur les 2 premières années de vie. Et ça, c'est la période où le besoin de nourriture affective et du tout petit, de rencontrer, comme je disais, sa propre vitalité à lui, rencontrer la sécurisation, ça c'est un des éléments de l'attachement. Donc, mais dans ce cas-ci, c'est surtout la blessure va venir non pas, on va dire, d'absence, de carence totale, comme on l'a vu précédemment, mais d'un environnement maternel le plus souvent, mais pas uniquement, qui est caractérisé par un déficit dans les échanges. Donc, ce sont des conditions dans lesquelles les enfants sont face à une maman ou la personne qui s'occupe d'eux, elle-même peut être très, très fatiguée, par exemple, quelqu'un qui est aimant mais qui n'a pas beaucoup d'énergie et qui ne va pas répondre aux manifestations et aux demandes. Les tout-petits sont des êtres extrêmement relationnels, donc ils vont chercher le contact par les yeux, par le regard. Progressivement, sur une première année, ils vont engager tout leur corps dans les interactions. Et le besoin d'avoir une réponse à leur mouvement relationnel, hein, le petit va vers les personnes qui sont autour de lui et a besoin de sentir la réponse de l'autre, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle l'accordage affectif, les mamans ou les pères aussi, bien sûr, hein, tout l'environnement
quand ils répondent à l'enfant, on va dire, ils vont s'accorder, c'est-à-dire qu'ils sentent l'énergie, le besoin de l'enfant, et comme un ping-pong, ils renvoient des gestes, des sons, la rencontre, donc elle est nourrie par l'apport du parent. Hein. Et justement, ce qui va causer cette blessure d'abandon-là, c'est un manque de réponse du côté parental. Donc, j'ai cité les situations de maman fatiguée, éventuellement déprimée elle-même, ou des mamans très préoccupées. J'ai vu des histoires dans lesquelles la maman est en deuil elle-même et donc n'a pas beaucoup à donner à son petit. Ça, c'est un type de situation qui cause les blessures d'abandon. Il y en a d'autres. Il y a vraiment trop peu de contact. Hein, des exemples, j'en ai un d'un enfant qui a été élevé par des parents qui tenaient un magasin et puis qui laissent l'enfant dans la pièce arrière parce qu'il n'est pas placé en crèche. Et puis les parents sont à peu près toute la journée occupés à leur négoce et vont de temps en temps donner un peu de contact à l'enfant, mais trop peu. Donc, les contacts eux-mêmes sont peut-être très stimulants, mais quand il y en a trop peu, ça devient une souffrance, en fait, de voir tout le temps s'en passer alors qu'on en a fort besoin. Et donc, ça, c'est une autre, donc des moments donc, de séparation aussi. Il y a des enfants qui ont été, pour des raisons familiales, je vais vous montrer d'ailleurs un petit film qui montre bien ce qui se passe dans ces cas-là, quand l'enfant est écarté. Ça peut, quand c'est trop tôt, trop longtemps pour l'enfant, quand il n'a pas encore les moyens de savoir qu'il va retrouver ses parents et que le temps devient trop long, un peu comme les bébés dans l'hospitalisme. Hein, il y a vraiment une dégradation au fur et à mesure. Quand on va dire les limites ont été dépassées, l'enfant va devoir se protéger et, de cette souffrance. D'autres circonstances sont celles du type de l'éducation un peu avec des principes comme quoi un enfant, il faut le laisser pleurer. Donc des enfants qu'on a laissés pleurer jusqu'à ce qu'ils s'épuisent sans donner de réponse, vont enregistrer, surtout si ça se répète, disons que si ça se passe une fois peut-être, mais si c'est répétitif, les appels sont impuissants, donc il y a une forme de désespoir qui peut s'installer et une souffrance terrible dont il va devoir se protéger en cessant peut-être de demander et en se rétractant à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est les autres situations. Et alors, il y a aussi des situations dans lesquelles il y a des pertes dans la petite enfance assez précoces, comme une perte de parents, le père, la mère, alors que effectivement, un petit enfant, même je dirais jusqu'à ce qu'il soit un jeune adulte, la perte d'un parent va constituer des blessures qui peuvent mettre des années à guérir, voire ne pas pouvoir se résoudre. Alors, quels sont les moyens, on va dire, comment est-ce que un petit soumis à ces conditions de privation va faire? Eh bien, il va, en fait, on va dire, développer, je le nomme comme ça, un syndrome du fruit qui reste vert ou de la plante qui vit dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de soleil.
Elle a tendance à pousser très haut comme pour aller chercher la lumière. Le peu de lumière qu'il y a, ça pousse les plantes quand ils sont dans l'ombre à aller chercher la lumière, pousser en longueur et à ne pas être très, très costaud, très robuste. Et contrairement aux plantes qui bénéficient du plein soleil, donc en mettant comme métaphore, si vous voulez, que le soleil est cette nourriture affective de contact et d'échange et d'échange aussi d'affection pour l'affection avec les tout petits. Et donc les personnes vont aussi, enfin les enfants plutôt, leur protection, la protection qui va se mettre en route est de diminuer leur métabolisme. Donc, ce n'est pas volontaire, évidemment. C'est un peu comme les personnes qui se trouvent sans alimentation et qui n'ont peu à manger pendant une période, par exemple. Eh bien, le métabolisme va s'adapter au peu et va commencer à réduire son métabolisme, en fait, pour tenir avec peu. Et la réduction du métabolisme, elle est énergétique, donc oui, le métabolisme diminue et la respiration, par exemple, qui est un élément fondamental dans notre métabolisme, va se diminuer. Donc, respirer peu, qui permet de moins sentir la douleur du manque, même de plus la sentir du tout, comme si en sous-respirant, eh bien, on se met volontairement en sous-régime et on ne sent plus qu'on manque. C'est pour ça d'ailleurs que pour les enfants, quand il y a des situations, on va dire, de trop peu, c'est compliqué d'être ouvert quand il y a de temps en temps un peu de contact qui revient. Je peux donner comme exemple quelque chose que j'ai vécu comme grand-mère. Un de mes petits-enfants est né dans un contexte de parents divorcés et la garde qu'avait mon fils, en fait, pour le tout petit qui était né, consistait à l'avoir pour quelques heures. L'enfant ne dormait jamais chez lui et elle venait pour des temps très courts. Et c'est clair que quand cet enfant est arrivé en garderie, à l'école gardienne, les institutrices se sont un peu inquiétées de l'air renfermé qu'elle avait, pas très joyeuse, et se demandaient ce qui se passait. Et les choses ont changé après une bataille où la garde a été obtenue et que l'enfant a pu rester dormir chez son père, parce que quand elle était chez lui, elle gardait ce côté renfermé et ça a été comme une éclosion, comme si, en fait, elle devait, chaque fois qu'elle voyait son père, elle savait déjà que ça n'allait pas durer longtemps et pour ne pas souffrir de le revoir et puis le repère de nouveau et ne pas avoir assez, elle restait, voilà, comme on dit, Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Je préfère ne pas m'engager relationnellement pour moins souffrir. Il y a même des enfants qui voient tellement peu un parent que dans leur tête, ils se disent, voilà, il est mort, je sais qu'il n'existe plus. C'est plus facile de se reconstituer, on va dire, dans une absence qui est comme quelque chose de définitif où on ne doit plus être de nouveau réanimé dans l'espoir qui peut aussi faire revenir toutes les mémoires douloureuses. Retrouver le contact, eh bien, ça peut aussi réveiller la mémoire douloureuse. Et ok, je vais rester sur ce que j'étais en train de vous dire au niveau du corps, de la dimension corporelle des séquelles, on va dire,
cette blessure d'abandon. Donc, la musculature est en général sous-développée, le métabolisme est ralenti, hein, donc le corps manque de force en général, sauf certaines personnes qui ont ce type de structure personnelle, si vous voulez, qui font du sport et qui veulent se renforcer. Et alors, le manque d'énergie, en particulier dans le bas du corps, parce qu'on sait que les enfants se développent d'abord de la tête vers les pieds au niveau de la force. Et comme, on va dire, la marche se développe à 14 mois, quand l'enfant est dans un sous-régime, on va dire, ben les jambes, au moment de l'âge de la marche, ne seront pas très développées. Alors, on voit très souvent que ces enfants sont précoces. Ils sont précoces dans le langage et au niveau de la marche, justement, mais ils vont peut-être marcher en faisant des très, très gros efforts avant même que, on va dire, que la maturation de leur organisme soit suffisante. Ça veut dire que c'est au prix d'un effort, coincer les genoux, coincer les hanches, donc les jambes sont raidies pour se donner de la force, compenser ce manque de force dans les jambes. Et donc, en général, les personnes de ce type sont posées sur le bassin, les jambes coincées. Et alors, leur cage thoracique a un aspect de creux. Et donc, quand on les voit de profil, ils sont un peu avec la silhouette, pour donner un exemple de structure sans doute qui pour nous a vécu de l'abandon, c'est Gaston Lagaffe, pour ceux qui connaissent, ou Sidonie chez Bob et Bobette. Donc, la raison de ce creux dans le haut du corps et de cet affaissement du thorax, c'est parce que la respiration se bloque sur l'expire, c'est-à-dire que c'est la même dynamique, on va dire, c'est la même dynamique que diminuer son métabolisme. Rester sur l'expire, diminuer en fait, peut inspirer, diminuer et rester bloqué sur je n'ai rien, je suis dans le peu. Et je me préserve de me sentir trop mal. Donc, tout l'alignement du corps va être affecté. Alors, dans la phase orale, un des enjeux de développement de cette phase s'appelle la séparation-individuation. C'est-à-dire que vers 18 mois, on va dire, il y a des préparatifs avant, et puis ça peut durer, ça s'étale sur 6 mois, ça se consolide sur 1 an. Tous les enfants vont passer par après avoir été en principe dans une intimité rassurante et nourrissante, affective et psychocorporelle avec l'environnement, les parents, la mère, l'enfant va progressivement acquérir la conscience qu'il est un être séparé et qu'il peut donc, avec d'ailleurs l'apprentissage de la marche, s'éloigner de la mère et revenir. Et en même temps, il acquiert le sentiment d'être quelqu'un, un individu séparé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'enjeu séparation-individuation, un peu comme les deux pièces d'une même médaille. Eh bien, vous imaginez bien qu'un enfant qui a vécu ce déficit de nourrissement affectif va avoir du mal avec cette séparation et va vivre effectivement très difficilement et avec beaucoup d'anxiété. Déjà que c'est un enjeu anxiogène pour tous les êtres humains, puisqu'il y a un peu le risque c'est à la fois passionnant de pouvoir aller s'éloigner de sa mère, marcher, mais il peut y avoir des angoisses d'être abandonné ou d'abandonner l'autre. D'ailleurs, souvent c'est mélangé. Et c'est parfois autant l'angoisse d'abandonner l'autre que d'être abandonné.
si on a manqué de nourriture affective, eh bien, c'est un enjeu qui va rester très difficile. Et c'est là que la métaphore du fruit trop vert, le fruit sur l'arbre qui n'a pas reçu assez de sève, assez de soleil pour le détacher de l'arbre et le cueillir, ben, il va falloir tirer dessus, on s'arrache, quoi. Il y a quelque chose qui est difficile et avec le risque d'ailleurs que ça arrache quelque chose en soi, alors que le fruit qui a reçu suffisamment, ben, la séparation se fait, on va dire, plus naturellement. Le fruit est mûr, il se détache facilement et il va pouvoir affronter cette épreuve plus facilement. Alors, par rapport à la psychologie aussi des personnes qui souffrent d'abandon de cette façon-là, c'est la difficulté d'être agressif avec le parent. Parce que quand on est pas rassuré sur le fait qu'on va avoir suffisamment d'amour, les enfants ont en général l'impression qu'il vaut mieux plaire et ne pas rouspéter, pour ne pas, comme on dit, scier la branche sur laquelle on est assis. Tant qu'on a cette impression donc de manquer, ça peut bloquer complètement l'agressivité qui serait naturelle et la capacité de dire non. Par contre, il y a une autre agressivité qui va être suscitée par ces ressentis, par ces expériences, c'est que manquer, ne pas avoir suffisamment de réponse à ses besoins affectifs est ressenti comme une violence. Et à côté de la souffrance que ça provoque, il y a aussi de la colère et il y a des envies parfois, alors du coup, de ce qu'on n'a pas reçu, on veut le prendre. Il y a une agressivité dite orale, on a envie de mordre parce qu'on souffre de ne pas avoir. Et donc, il y a aussi un phénomène, on va dire, qui est le cycle infernal dans les couples et dans le couple parent-enfant autour de la question de l'absence et de l'abandon, c'est qu'un enfant qui s'est senti abandonné a souvent, au moment où le parent revient, on va dire, et où il se montre attentionné après avoir été peut-être trop souvent absent ou trop court dans ses interactions, c'est au moment où le parent revient que l'agressivité chez l'enfant va se faire sentir. D'abord, le parent revient, donc il a peut-être l'occasion un peu de renvoyer l'agressivité qu'il a ressentie et d'abandonner en retour. Et c'est aussi, ça va le mettre en crise autour de retrouver la personne qui a manqué. Et alors, si la personne, la mère, ou ça peut se revivre dans des couples ou dans des relations d'amitié d'ailleurs, si une personne qui a, on va dire, qui est un peu abandonnique, c'est-à-dire qui se sent abandonnée peut-être plus que dans la réalité à cause de son histoire, va en vouloir à l'autre et ça va s'exprimer au moment où l'autre revient. Et si l'autre, disons ici une mère, on va reprendre l'exemple de la mère et de l'enfant, si la mère se vexe et voit que l'enfant se fâche contre elle au moment de se retrouver et lui dit « Ah bon, c'est comme ça que tu m'accueilles » et se fâche en retour et alors ça commence un cycle infernal où ce que l'enfant fait, qui lui donne une chance en fait de pouvoir retrouver l'autre en exprimant la violence qui lui a été faite, eh bien ça va l'enfermer sans doute durablement. Alors que si le parent ou la mère pouvait tolérer cette réaction
d'agressivité en retour, ben, ça lui permet de passer la crise. Et évidemment, il a des attitudes comme s'il ne veut plus la voir, comme si il n'en veut plus, alors qu'en fait, il n'espère qu'une chose, évidemment, c'est que la maman reste et qu'il puisse traverser ça et se retrouver. Mais il n'a plus les moyens lui-même de gérer ça. Il aura besoin sans doute, si possible, dans une thérapie. Alors, j'ai un deuxième petit film à vous montrer qui montre bien ces différents aspects de l'abandon. Certains ont peut-être vu, c'est un film qui date des années 80, Le bébé est une personne. Et il y a un petit film qui montre ce qui se passe pour un petit garçon qui est placé pour 9 jours par ses parents dans une pouponnière. Mais donc, c'est un enfant qui a 17 mois et qui n'a pas l'habitude d'aller dans des pouponnières. Hein. Ça, on le voit bien, donc c'est tout à fait inhabituel. Et il a été placé là parce qu'il y a un deuxième enfant qui arrive, la maman accouche, etc. Et donc, les parents ont décidé comme solution de mettre un petit garçon qui s'appelle John dans une pouponnière. C'est traduit en français, vous n'aurez pas de mal à comprendre tout ce qui se dit. Film des bébés dans des services hospitaliers ou dans des pouponnières, c'est-à-dire des institutions pour enfants abandonnés. Ces films montrent que le bébé privé des soins maternels est bloqué dans son développement, présente des carences affectives et toute une série de troubles auxquels Spitz va donner un nom, l'hospitalisme. Et pourtant, on va continuer à faire comme si après cette découverte. Comme si le bébé était censé ne rien comprendre et ne rien ressentir de particulier lorsqu'il est séparé d'avec sa mère. Alors, 20 ans plus tard, 2 psychologues, 2 Françaises, Geneviève Appel et Janine Aubry, vont filmer le même genre d'image que celle de Spitz. Mais le dernier document date de 1969. Il émane d'un couple de psychiatres anglais, James et Joyce Robertson. C'est celui que nous allons vous présenter maintenant sous une forme condensée. Les images sont dures. Elles étaient jusqu'ici réservées à un public de spécialistes. Elles retracent ce qu'il faut bien appeler le calvaire d'un garçon de 17 mois, John. John, âgé de 17 mois. 9 jours en pouponnière. John, 17 mois. Il ira bientôt en pouponnière, tandis que sa mère sera à la maternité pour la naissance d'un deuxième bébé. John est un enfant calme et facile. Ses parents le laissent libre de ses mouvements. Lui et sa mère ont une relation paisible et harmonieuse. Soudain, John se trouve dans un monde étranger. Il scrute le visage inconnu de Nurse Mary. La couverture est son objet protecteur favori. Il se blottit contre elle. Elle vient de la maison. Un autre visage inconnu, Nurse Christine. Au déjeuner, John mange bien. Mais il est préoccupé par la bataille houleuse qui se déroule autour de lui. Plusieurs fois, il ferme ses yeux et met les mains sur ses oreilles. Les jouets sont abondants. John joue bien, mais la plupart du temps, il se tient à l'écart, observant et écoutant. John aimerait se rapprocher de Nurse Mary, mais elle est occupée avec les autres enfants. Souvent, elle ne remarque pas les essais timides qu'il fait pour attirer son attention. Il trouve le réconfort qu'il peut auprès des ours en peluche.
Tout au long du jour, il surveille la porte. Bien des fois, il essaye de l'ouvrir et fait au revoir de la main. Quand son père arrive pour le voir, John met plusieurs minutes avant de lui sourire. On voit bien ici le petit détachement déjà qui est là, qui montre qu'il ne peut pas revenir directement dans le lien. Il doit d'abord... Ce premier jour, Il se il laisse détourne son d'abord. père partir sans protester. Il trouve de nouveaux plaisirs à un jeu amical avec Nurse Christine. Mais c'est encore une autre infirmière qui le baigne, tandis que Nurse Mary et Nurse Christine baignent d'autres enfants. C'est la 4e infirmière qui prend soin de John au cours de cette première journée. Dans ce système de soins collectifs, les infirmières font au fur et à mesure qu'elles se présentent les tâches qui leur tombent sous la main. Elles n'ont pas la responsabilité des soins individuels d'un enfant donné. Le deuxième jour commence. Bien qu'il soit par moments absorbé par son jeu, John erre souvent sans but. Les timides tentatives de John pour s'approcher de Nurse Mary passent inaperçues. Lors de la deuxième visite, il faut de nouveau un certain temps pour que John réponde à son père. Ensuite, il joue avec lui. Quand arrive le moment de se séparer, John lutte avec furie pour partir avec son père. Son obstination est en total contraste avec son attitude silencieuse et résignée de toute la journée. Après s'être consolé dans les bras de Nurse Mary, John à nouveau montre qu'il est prêt à élaborer une relation. Et dans un premier temps, il cherche à renouer du lien. Enfin, ce n'est pas le tout premier temps, dans un second temps plutôt, quand le manque se fait sentir plus sans doute. Alors, il cherche Mais Mary a d'autres enfants dont elle doit prendre soin. un lien de secours, on va dire. Nous sommes le 4e jour. Nurse Mary est de retour. La veille, une autre équipe a été de service. Les infirmières ont vu en John un enfant silencieux qui pleurait quelquefois, mais ne posait pas vraiment de problème. Pendant la nuit, John a vomi, mais le médecin n'a rien trouvé qui explique ses vomissements. Pendant le déjeuner, les autres enfants se comportent selon leur habitude de façon bruyante et désordonnée. Alors que le premier jour, John avait été intéressé, maintenant il est submergé. Il a des accès de pleurs désespérés.
il commence à refuser la nourriture. Au cours de l'après-midi, le comportement de John se modifie. Il fait des efforts pour s'approcher de Nurse Mary. Il n'est plus l'enfant silencieux et sans exigence. Cela lui fait prendre conscience de son chagrin et elle lui fait une place. Mais son répit ne durera pas plus que quelques minutes. Il sera rapidement évincé par d'autres enfants. Au moment du coucher, il pleure amèrement. Le chagrin qui s'est accumulé explose enfin. Le 5e jour, Nurse Mary s'est inquiétée de la détresse de John qu'elle a perçue. Mais elle n'a rien pu faire. C'est le 6e jour qui commence. John est de nouveau livré à lui-même. Mary est de congé ce jour-là et les autres jeunes infirmières n'ont pas conscience de l'aggravation de son état. John ne mange toujours pas et cela inquiète un peu l'infirmière de service. Elle essaie de le nourrir, mais il refuse encore. Elle lui prend sa température, mais elle est normale. La visite du père apporte une lueur d'espoir. John exprime clairement son désir de rentrer chez lui. Il essaie d'ouvrir la porte. Il apporte ses chaussures. Mais comme son père ne bouge pas, John se détourne de lui pour aller vers sa couverture où il se blottit. Puis vers Nurse Mary. C'est le 8e jour. John est complètement amorphe et indifférent. La veille, il a pleuré faiblement toute la journée, blotti sous sa couverture. Il n'a pas voulu jouer, il n'a pas voulu manger. John, maintenant, ne regarde plus pour voir qui entre dans la pièce. Il a faim, mais il est trop affligé pour manger. Quand enfin John est assez rétabli pour pouvoir se pelotonner, c'est là que son père part.
John n'a presque rien mangé depuis plusieurs jours, et ceci, comme ses pleurs continuels, ne peut être négligé. Maintenant, on s'occupe beaucoup de lui. Il va passer ainsi de genou en genou, n'obtenant jamais un réconfort de longue durée. Le 9e jour, dès son réveil, John est en larmes. C'est le dernier jour d'une séparation rendue plus dramatique encore par le fait que personne n'a pris de place laissée vacante par la mère. La manière dont John va réagir lorsqu'il va voir sa mère est une première indication des effets de cette séparation sur leur relation. John voit sa mère entrer. Il commence à pleurer bruyamment et à se démener de façon incontrôlée. Il regarde sa mère et se détourne rapidement. Pour la mère, c'est une expérience pénible. Elle peut voir combien John a besoin d'elle et elle voudrait le réconforter comme elle l'a toujours fait. Mais il ne veut pas qu'elle s'approche. Après une lutte, il se blottit contre elle. Son père arrive quelques instants plus tard. De nouveau, John s'éloigne de sa mère. Pour la première fois, il la regarde en face. De ce regard, elle dira qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant. C'est effectivement très, très émotionnant de voir un peu toutes les différentes facettes et les différentes réactions, les moments, et on va dire qu'on va retrouver chez les personnes qui ont vécu des abandons très significatifs, un peu les différents. On pourrait se bloquer à la phase de retrait, à la phase de désespoir ou de pleurs, ou la phase de rejet, de colère, comme au moment de retrouver la mère en particulier.